raconte. Je vous parle depuis une ville que je ne connais pas, dans laquelle je marche. Ce soir, je ne suis pas en direct. Je vous parle depuis mon téléphone qui me sert de micro, parce que j'ai pas mon ordinateur, mon petit bardard, mes câbles, mes logiciels. Je ne suis pas chez moi. Alors, comme nécessité fait loi, on le fait à la bonne franquette, dans les rues de cette ville, sur laquelle il pleut ce soir. Je suis sur les bords de la Garonne. Sur ma gauche, il y a une fête foraine. Une grosse fête foraine avec une roue, une sorte de mât de cocagne avec des néons tricolores qui clignotent dans tous les sens. Et puis si je regarde devant moi, il y a ce fleuve large, épais, de nuit, avec sur l'autre rive, qui est relativement loin, un bateau. On dirait une sorte de paquebot. C'est pas qu'on dirait, c'en est un. Et puis qui court tout au bord, des joggers. Il y a des joggers partout dans cette ville. Voilà, pour démarrer, je voulais vous planter le décor tel qu'il est sous mes yeux. Donc les bords de la Garonne, je me trouve à Bordeaux. Alors pourquoi la semaine dernière il n'y a pas eu d'émission? Alors pourquoi ce soir l'émission n'est pas en direct? Je vous dois la vérité. Depuis quelques jours, j'ai accepté de me déplacer dans différentes villes de France et de Navarre. Et comme habituellement je fais tous les mardis cette émission depuis chez moi, je me trouve dans une situation inédite. Comment je peux produire ce programme qu'on a l'habitude de faire tous les mardis depuis un an, alors que je ne suis pas chez moi? Cette situation peut-être va durer un petit moment. Vous êtes en train de vous dire, mais alors, est-ce qu'il y aura plus de juste avant la nuit? Évidemment que non. On n'a pas commencé tout ça pour l'arrêter ainsi. Non. Il me faut juste quelques jours pour trouver comment m'organiser. Et je crois que j'ai trouvé l'idée. Vous l'aurez donc compris, ce soir, techniquement, comme la semaine dernière, je n'ai toujours pas la possibilité de vous proposer une émission telle qu'on a l'habitude de le faire habituellement, chaque semaine. Alors, je suis allé chercher, fouiller dans la malle aux témoignages, cette malle qui grossit de semaine en semaine depuis 4 ans, et j'en ai sorti un témoignage que vous allez, pour certains, découvrir, pour d'autres, redécouvrir dans les prochaines minutes. Et puis, mardi prochain, là, j'arrive sur une place, une très grande place, avec un théâtre, et toujours la pluie qui tombe sur les gens qui, visiblement, n'en ont rien à faire. Juste avant la nuit, c'est pas près de s'arrêter. On se retrouvera donc mardi prochain, en direct, et les semaines suivantes également. En attendant, je vous souhaite une bonne écoute, juste avant la nuit. Ça commence comme ça. 21h, 23h, juste avant la nuit, la libre antenne. Johan Rock vous écoute. Bonsoir Cécile. Bonsoir Johan. Cette fois-ci, on y arrive. Cécile, vous avez 60 ans. Où est-ce que vous habitez? J'habite à Malakoff. En région parisienne. Quelle est votre situation de famille? Je suis mariée et j'ai une fille de 23 ans. Qu'est-ce que vous faites dans la vie, Cécile? Je suis chargée de production à TV5 Monde. Alors vous, depuis une douzaine d'années, vous êtes atteinte de la maladie de Parkinson. Vous allez m'expliquer au cours de cet échange comment la maladie fait irruption dans votre vie et puis comment vous la vivez, cette maladie, au quotidien. Ma première question, elle est toute simple. On est en fin de journée, ce mardi, milieu du mois d'avril. Comment vous allez aujourd'hui, par exemple? Aujourd'hui, ça va pas mal. C'est plutôt une bonne journée, on va dire. Un jour après l'autre, les journées ne se ressemblent pas quand on a cette maladie. Non, c'est une maladie qui est pas stable. Donc en fait, un jour on peut aller pas mal et le lendemain ça va aller beaucoup moins bien. Vous allez me raconter et me dire comment les choses se passent jour après l'autre. Où est-ce que vous avez grandi, vous? Moi, j'ai grandi à Paris essentiellement et dans le sud. Je demande souvent aux auditeurs de me sortir du chapeau un souvenir marquant de leur enfance. Si je vous posais la question, qu'est-ce que vous sortiriez, vous, comme souvenir? Un souvenir marquant, je pense la première rencontre avec ma grand-mère. C'était quel genre, votre grand-mère? Parce que j'ai rencontré ma grand-mère, j'avais 6 ans. Comment cela se fait-il?
Parce qu'avant, je vivais avec ma maman et pas avec mon papa, donc je connaissais pas ma grand-mère paternelle. Alors ça, c'est un point qui n'est pas un point de détail. Hors antenne, on a un peu expliqué le cours des choses de votre vie, comme on le fait avec tous ceux qui passent sur l'antenne. Et vous m'avez expliqué que celui qui est devenu votre père était au départ l'avocat de votre maman qui divorçait de son premier mari. C'est ça? Voilà, exactement. C'est une situation assez incongrue. Quand vous me l'avez dit au téléphone, je vous ai dit que ça ressemblait à un scénario de film. Est-ce que pour autant, ça a impliqué une situation difficile à vivre pour la petite fille que vous étiez à l'époque? Pour la petite fille que j'étais à l'époque, je me rendais pas vraiment, on se rend pas vraiment compte des choses quand on est petit. À 6 ans, moi, ce qui est sûr, c'est que je savais que mon papa vivait pas avec moi. Et j'étais bien contente quand il venait le soir, même s'il venait tard. Parce qu'à chaque fois qu'il venait, il me racontait une nouvelle histoire. Et ça, j'adorais ça. Quel genre d'histoire? C'est pour ça que j'ai adoré après la littérature. Quel genre d'histoire, par exemple, il pouvait vous raconter? Il racontait plein d'histoires qu'il inventait, qui partaient souvent de contes soit de Perrault, soit des fables de La Fontaine. Et puis ensuite, il divaguait. Ça veut dire quoi, il divaguait? Il se promenait, il s'amusait avec la langue, avec l'écriture, avec tout ça. Pourquoi, quand je vous pose la question du premier souvenir, c'est votre grand-mère qui vient à l'esprit tout de suite? Parce que ça a été après, je pense, une des personnes les plus importantes de mon enfance. Et que je pense que son décès a marqué une rupture aussi dans ma vie d'enfant. Vous aviez quel âge quand elle est partie? J'avais 12 ans. Est-ce que votre grand-mère vous a appris des choses qui vous servent encore aujourd'hui? Appris ou dit quelque chose, des phrases, vous savez, qui résonnent toute une vie? Non, j'en aurais pas comme ça, mais elle m'a appris, oui, sûrement beaucoup de choses, oui. Vous me dites? Je pense que... Pardon? Oui. Non, je vous écoute. Non, je pense que oui, je pense que c'est une personnalité marquante. Vous étiez quel genre d'enfant, vous? Moi, jusqu'à l'adolescence, j'étais une enfant assez sage et assez sympa, je crois. Et après, non? Et après, j'ai été odieuse. Ah ouais. Mais odieuse comment? Parce qu'il y a plusieurs façons d'être odieux. Ah ben, je faisais pas mal de fugues. J'étais assez rebelle. Pourquoi? Pour punir vos parents? Je pense pas ma maman, mais peut-être mon papa parce qu'il me parlait pas beaucoup et j'avais, je pense, envie d'avoir des discussions avec lui, donc je provoquais. Si je résume, les moments où votre père était le plus disert, le plus à l'aise avec vous, c'est quand il divaguait, il vous racontait des histoires. C'est ça. Vous me dites que vous avez follement aimé la littérature, les romans, c'est-à-dire que vous étiez un peu à part des autres enfants de votre âge, vous vous réfugiez dans la lecture? Je me réfugiais dans la littérature. J'étais une petite fille assez réservée, assez timide, et je restais assez en retrait. J'avais quand même des copines à l'école, hein, c'est pas le sujet, mais j'étais quand même assez réservée. Et donc, oui, je me réfugiais beaucoup dans les livres. Vous êtes de celles qui pensaient qu'on peut comprendre la vie en ayant la chance de tomber et d'ouvrir les 2-3 bons romans qu'il faut? J'en suis sûre. Je pense que dans les romans ou dans les livres, il y a les réponses, il y a toutes les réponses à la vie sont là, oui. Est-ce qu'il y a un de ces romans en particulier qui vous a permis d'ouvrir les yeux et de, comme un vade-mecum, de comprendre davantage le genre humain et ses vicissitudes? Alors, je dirais que dans les auteurs qui m'ont marqué, alors c'est pas forcément des romans, mais c'est plutôt des penseurs. J'ai beaucoup appris, je crois, en lisant Sioran, et j'ai beaucoup appris aussi en lisant Rémi Chou. Bon, Sioran, on le rappelle, c'est un homme qui a fini sa vie en suicidant, c'est ça? Et qui... Non, elle s'est pas suicidée. C'est pas suicidé, Sioran? Je crois pas. Il avait des petites pensées très brèves, mais qui étaient souvent très noires. Qui étaient souvent très noires, ouais. Vous aviez des rêves, vous, quand vous étiez enfant? Ou adolescent? Ah oui, moi, je fais des cauchemars, moi, tout le temps. Depuis que je suis toute petite. Et vous vous rappelez de ces cauchemars, une fois réveillé? J'avais un cauchemar récurrent, oui, oui, souvent, je m'en souviens. Et oui, j'avais un cauchemar récurrent qui était qu'on
on m'attrapait pour m'enlever dans l'escalier, chez moi. Vous êtes arrivé à faire la paix, vous, avec vos parents? Enfin, avec votre père en particulier? Vous me disiez cette époque de l'adolescence où vous fuguiez. Oui, parce que on a fait la paix parce qu'on a passé les 10 dernières années en fait de sa vie. On était avec, j'ai été beaucoup le voir à la campagne avec ma fille qui était toute petite. Et à ce moment-là, on a réconcilié beaucoup de choses. Ouais. On a pu se parler, c'était très bien. À quel âge vous êtes devenue maman, vous, Cécile? 37. 37. C'est un projet de vie que vous attendiez depuis longtemps? Non, c'était j'ai eu un désir d'enfant à un moment donné. Et ça a été à la fois une surprise et une bonne nouvelle. Avant que la maladie vous tombe dessus, il y a 12 ans, je le disais, quel rapport vous aviez avec elle? Est-ce qu'il y a eu dans votre entourage des personnes malades? Ou est-ce que vous-même, vous avez traversé des épisodes durant lesquels vous étiez malade? Il y a mon papa qui a été malade. Mon papa avait la maladie de Parkinson à la fin de sa vie. Excusez-moi, parce qu'il y a mon chien qui me casse les pieds. Bon, on peut prendre le temps. Comment s'appelle? Qu'est-ce qu'il fait pour vous casser les pieds? Vous êtes moins présente qu'à l'habitude, c'est ça? Vous parlez au téléphone, donc bon. C'est ça. Et alors, donc il saute sur la porte. Il se fait remarquer. Voilà, et là, il l'ouvre. Et ben voilà, il l'ouvre. Voilà. Mais il l'ouvre parce qu'il veut partir Non, parce qu'il veut rester. Il veut. Ah oui, Parce d'accord. J'ai un petit jardin. Ah d'accord, ok. Bon, il s'appelle comment ce chien? Il s'appelle Popeye. Bon, et lui aussi, c'est un rebelle? Non, c'est pas un rebelle, mais c'est un drôle. D'accord. Bon, donc là, effectivement, il essaie de se faire remarquer ce soir. C'est ça, ce soir, il essaye de se faire remarquer. Vous me disiez, votre père avait la maladie de Parkinson, mais vous ne l'avez pas su tout de suite, c'est ça? Non, je ne l'ai pas su tout de suite. D'ailleurs, j'ai su très tard, j'ai su qu'il avait la maladie de Parkinson parce qu'il devenait très raide, donc il ne pouvait plus s'habiller, donc il fallait l'aider pour tout. Il était de moins en moins autonome. Mais je savais même pas qu'il prenait des médicaments pour cette maladie. Je l'ai su... En fait, j'ai vraiment su qu'il avait la maladie de Parkinson quand moi-même j'ai eu la maladie de Parkinson. Et à ce moment-là, il était toujours en vie? Non. D'accord, donc vous l'avez appris une fois décédé. D'accord. 4 ans avant, ouais. Parce que, quoi, par pudeur? Pour ne pas attirer l'attention sur lui? Pourquoi ne pas vous l'avoir dit? Oui, non, mon père, non, c'était pour pas attirer, on parlait pas de ces bobos avec mon père, ça avait aucun intérêt. Qu'est-ce qu'il y avait de l'intérêt vis-à-vis à ses yeux? Alors, tout le reste sauf soi-même. Vous tenez de lui là-dessus? Non, pas forcément. Non, je tiens pas de lui, mais si je peux aussi me fermer comme une huître. Hein. Avant l'arrivée de la maladie, Cécile, quel genre de vie vous avez mené, si vous deviez la qualifier, cette vie d'adulte? J'avais une vie assez active, puisque je faisais à la fois de la télévision. J'ai fait plusieurs émissions et à la fois et en même temps je faisais du théâtre. Alors à un moment donné, j'ai laissé tomber le théâtre pour faire que de la télévision, puis à un autre moment, j'ai laissé tomber la télévision pour faire du théâtre. Mais parfois, j'arrivais à accumuler le tout. C'est-à-dire par exemple, je faisais des plateaux le matin sur France 5 et je jouais le soir en banlieue parisienne. Quand on fait de la télé, quand on monte sur scène au théâtre, les gens vous voient, vous regardent, vous scrutent dans les moindres détails. Vous avez toujours été à l'aise avec votre image, vous? J'ai été à l'aise, oui, j'ai pas de problème avec mon image. Au-delà d'être à l'aise, vous avez aimé votre image? Il y a des gens qui ne peuvent pas se regarder dans la glace. Il y en a d'autres qui adorent se regarder. Moi, j'adore pas me regarder, mais je ne me dérange pas. Vous diriez que cette vie a été intense? Oui, elle a été assez intense, oui.
avec des gens intenses autour de moi aussi. À quoi vous aspiriez, vous, pendant toutes ces années? C'était des années de course, des années où vous avez eu le temps de vous poser, ou c'était toujours au lendemain qu'on repoussait? Non, c'est des années où j'ai fait les choses que j'avais envie de faire, surtout. Il est passé vite, ce temps? Trop vite. À quel moment et de quelle manière sont arrivés les premiers symptômes de votre maladie? Alors, en fait, ils sont arrivés à peu près, on va dire, ils sont arrivés à peu près 4-5 ans après la mort de mon papa. En fait, j'étais épuisée tout le temps et donc je comprenais pas pourquoi. Et aucun médecin ne pouvait me donner de réponse. Et quand je faisais des analyses, il n'y avait rien. Donc, voilà. Donc, j'étais dans une espèce d'errance thérapeutique pendant 2-3 ans, avant de commencer à avoir en fait vraiment la main qui commençait à trembler, le doigt. Ça a commencé par un doigt. Et puis, j'ai la main gauche qui a commencé à plus trembler. Et là, à partir de ce moment-là, j'ai compris qu'effectivement, il y avait un vrai souci. Et donc, je suis allée voir un neurologue qui m'a diagnostiqué un syndrome parkinsonien. Vous vous souvenez du jour où le mot a été prononcé? Où vous avez su, enfin, après 2-3 ans d'errance médicale? Ah oui, je m'en souviens, oui. Oui, je m'en souviens. Ça a été très dur. Et en plus, ça a été fait par un neurologue qui avait aucune psychologie. Donc, en même temps qu'il m'annonçait que j'avais un syndrome parkinsonien, en même temps, il répondait à son téléphone à quelqu'un d'autre, etc. Donc, oui, j'en ai un souvenir assez glaçant. Dit de manière triviale et sans ménagement. Sans ménagement. Et après, il m'a tendu l'ordonnance avec une liste un médicament en fait qu'il fallait que je prenne. Et au fur et à mesure des semaines, j'en avais de plus en plus à prendre. Et je me suis dit, tout de suite, dès que j'ai pris l'ordonnance, j'ai dit, je ne prendrai pas ça. Pourquoi? Parce que ça me paraissait, je ne sais pas pourquoi, cet homme ne m'inspirait pas confiance. Et son ordonnance non plus. Mais vous êtes dit, dans les premiers temps, vu comment il m'en parle, avec aussi peu de professionnalisme et d'humanité, peut-être qu'il dit n'importe quoi, peut-être que je ne suis pas malade, peut-être que je n'ai pas Parkinson, vous l'êtes dit ça? Non. Je me le suis pas dit parce que j'avais eu une première alerte pendant l'été juste avant. Et j'avais été aux urgences à Pompidou. Et là, j'avais rencontré une neurologue qui m'avait dit qu'il fallait que je regarde du côté des maladies neurologiques. Donc j'étais pas surprise. Et surtout, j'avais repéré que mon écriture faisait la même chose que celle de mon père à la fin de sa vie. C'est-à-dire que j'écrivais et ça se rapetissait au fur et à mesure et j'arrivais pas à écrire droit sur une feuille. Mon écriture descendait et se rapetissait. C'est un des syndromes de la maladie. Quand vous avez su, Cécile, quand vous avez compris, quelle a été votre première réaction? Qu'est-ce que vous vous êtes dit? Alors, ma première réaction, c'était... d'abord, j'étais désespérée. Ma réaction au départ, c'était... Oui, mais j'étais désespérée. J'avais la sensation que la vie s'effondrait. Qu'il n'y avait pas d'avenir, que tout devenait noir, quoi. Et puis et après j'étais très en colère, donc je me suis longée sur la gymnastique, je faisais tout ce qui me passait entre les mains pour faire en me disant regarde, tu es encore capable de tout faire. Voilà, tu peux encore faire du vélo, tu peux encore courir, tu peux encore lancer un ballon, voilà quoi. Ça veut dire que vous vous êtes défiée? Oui, et j'ai une petite tendance comme ça à me défier. Mais quand on se défie et qu'on a parfois effectivement la maladie fait que le corps ne peut pas suivre, est-ce que vous avez fini par vous faire mal, au propre comme au figuré? Oui, absolument. J'ai fini par me déclencher une capsulite dans une épaule et ensuite dans l'autre épaule. Une capsulite? Une capsulite, c'est une inflammation en fait du liquide qui est dans l'articulation de l'épaule
Et c'est extrêmement douloureux. Vous avez la sensation, en fait, que votre bras, quand vous le tendez, que vous essayez d'ouvrir une lumière, il va se décrocher. Et autour de vous, qu'est-ce qu'on disait? Je sais pas. Comment ça, vous savez pas? Non, je sais pas ce qu'on disait autour de moi. Je veux dire par là, qu'est-ce que pas les gens disaient dans votre dos, mais est-ce qu'il y avait quelqu'un? Est-ce qu'il y avait plusieurs personnes pour vous accompagner? Est-ce qu'il y avait une personne à qui vous pouviez parler de tout ce qui vous arrivait à ce moment-là, de cette maladie qui faisait irruption dans votre vie? Ma meilleure amie et mon neurologue. Ah, vous avez trouvé un bon professionnel après le premier. Oui. Ouais. Après le premier, j'ai trouvé un très bon neurologue et très gentil, très humain. Et d'ailleurs, j'ai jamais pris les médicaments du premier et il a trouvé ça formidable. Ça veut dire que en fonction des praticiens, le traitement n'était pas du tout le même. Enfin, c'est pas du tout, mais c'est des traitements qui sont avec des, on va dire, qui sont différents. C'est-à-dire que le premier traitement qu'on m'a donné, c'était un antagoniste dopaminergique et avec beaucoup d'effets secondaires. Et lui, ça a commencé par tout de suite à me donner assez vite du Modopar qui est de la... Alors, sans trop tomber dans les choses trop médicales pour comprendre, en fait, elle agit comment cette maladie au quotidien sur le corps, sur l'esprit? Sur le corps, elle agit. Moi, j'ai des tremblements, j'ai des raideurs, j'ai des spasmes musculaires. Voilà. Et puis, qu'est-ce que j'ai d'autre? J'ai la voix qui s'éraille, qui s'éteint. J'ai les yeux qui se dessèchent parce que j'ai pas assez. Mes glandes lacrymales ne marchent plus très bien. Ce neurologue qui vous accompagne depuis le début... Ah non, il est parti à la retraite. Il est parti à la retraite. Mais en tous les cas, celui qui vous a accompagné pendant un moment, il vous a livré une feuille de route. Est-ce que il vous a dit en gros, cette maladie, c'est ça, il va se passer ça, puis ensuite ça, il y a encore ça? Ou est-ce que les contours sont beaucoup moins précis? Non, c'est beaucoup moins précis. Et ça, c'est préférable. C'est préférable de votre point de vue, quand on est malade, de ne pas savoir exactement ce qui va se passer ou ça vous a fait souffrir? Ah non, mais de toute façon, ça fait partie inhérente de la maladie, donc ça, c'est pas ça qui fait souffrir. C'est pas de pas savoir qui fait souffrir. Ce qui fait souffrir, c'est de vivre avec cette maladie tous les jours. Ce qui fait souffrir, c'est de se lever le matin et de pas pouvoir poser le pied par terre parce que il y a une dyskinésie, vous avez le pied rentré à l'intérieur. Je sais pas comment vous l'expliquer, mais sur le, vous avez le pied qui se tord tout seul. Donc en fait, il faut se préparer. Il faut se préparer à avoir un corps qui soit différent du jour au lendemain. Celui qui est le vôtre aujourd'hui ne sera pas celui de demain, et encore moins celui du surlendemain. Voilà. Vous avez mis du temps, vous, à l'accepter, cette maladie? Moi, je pense que j'ai bien mis 10 ans, oui. Qu'est-ce qui fait qu'au bout de 10 ans, déjà, ça veut dire quoi de finir par l'accepter, la maladie? Je pense que c'est finir par l'intégrer à sa vie et en faire quelque chose. Vous allez m'expliquer ce que ça veut dire concrètement. Ça veut dire concrètement. Concrètement, ça veut dire, c'est-à-dire accepter de vivre avec, c'est-à-dire vivre avec cette limite qui est la maladie, et en faire quelque chose, c'est-à-dire arriver à la dépasser pour la rendre quelque part peut-être utile. En l'occurrence, moi, je trouve que, par exemple, la partager avec, en faisant ce compte Instagram avec ma fille, ça a été quelque chose d'extrêmement utile. Pour moi, pour elle, et je pense pour pas mal de gens qui nous suivent. Est-ce qu'il arrive qu'il y ait des jours où vous l'oubliez, cette maladie, où c'est impossible? Alors, j'ai la chance d'avoir des heures où, effectivement, j'oublie complètement que je suis malade. Si je suis prise dans quelque chose et que... et je suis dans donc il y a deux phases dans ce qu'on appelle la phase on et la phase off pour les parkinsoniens. On est en off quand on n'est plus avec les médicaments, c'est-à-dire qu'on est
on est livré à la maladie, on est en on quand on est dans une sorte de sous-médicament et que donc on n'a pas les symptômes de la maladie. Moi, j'ai la chance de pouvoir encore avoir pas mal d'heures où je suis en on avec mon médicament et donc à vivre comme s'il se passait rien, enfin, comme si j'étais pas malade. Vous avez parlé des tremblements. Effectivement, quand de l'extérieur on parle de la maladie de Parkinson, c'est la première chose à laquelle on pense. Ça veut dire que le regard des autres, j'imagine, ne vous épargne pas. Ce regard, vous avez tenté de vous en extraire, d'essayer de vous cacher, ou très rapidement vous en avez parlé aux autres de cette maladie? Ah non, j'en ai pas parlé rapidement du tout. J'ai pas. J'ai parlé au départ, au début de la maladie, j'ai parlé aux gens en qui j'avais confiance. Mais les gens que je connaissais peu ou pas trop, ou j'en parlais pas. Et quand j'allais quelque part à un dîner, évidemment, j'avais pas du tout envie d'en parler. Et souvent, c'était plutôt... Enfin, ça se savait, donc voilà. Mais si je pouvais éviter que ça se voie, j'étais ravie, quoi. C'est une maladie qui fait peur aux autres. Ah oui, je pense que toutes les maladies comme ça, neurologiques et dégénératives, elles font peur aux autres, ouais. On va parler de votre fille, et on y reviendra d'ici quelques instants, avec qui vous avez entrepris un compte Instagram qui vous permet, vous, de parler de cette maladie, de parler de vous et de comment vous l'appréhendez au quotidien. Votre fille a quel âge aujourd'hui? Elle a 22 ans. À quel moment vous lui avez parlé? Donc, elle a 22 ans, donc il y a 12 ans, elle avait, pas très bon en calcul, une dizaine d'années. 11 ans. 10 ans. Ouais. 10 ans. 10-11 ans. Ouais. 10-11 ans. À quel moment vous avez décidé de lui dire que sa mère était malade? En fait, je crois quand je suis tombée malade, je pense qu'elle savait plus ou moins que j'étais malade, mais en revanche, je voulais absolument pas qu'elle mette un nom sur la maladie. Parce que je voulais pas qu'elle aille sur Internet et qu'elle regarde maladie de Parkinson, parce que c'est les descriptions qu'on en fait sur Internet, souvent c'est très caricatural, c'est une maladie de vieillard, donc je voulais absolument pas qu'elle ait ça comme image, et surtout je voulais qu'elle ait une enfance comme tous les autres enfants, avec une maman qui pouvait faire tout ce qu'elle avait envie de faire avec elle, et qu'elle n'ait pas l'image d'une maman handicapée en face d'elle, voilà. Est-ce que vous diriez que d'une manière ou d'une autre, vous avez fait un peu à votre fils ce que votre père vous a fait? C'est-à-dire qu'il ne vous a pas révélé sa maladie de Parkinson à l'époque? Absolument, absolument, monsieur. Pourquoi vous prenez cette intonation? Parce que c'est vrai, parce qu'on est éduqué d'une certaine manière, je pense. Et moi, j'ai appris à me taire, et donc c'est vrai que j'avais une tendance à me taire. Et sûrement que oui, j'ai refait quelque chose, oui. Comment a-t-elle réagi lorsqu'elle a été en âge de comprendre ce qui vous arrivait réellement? Alors, comment elle a réagi? Elle a toujours... Iris, elle a toujours eu pas mal d'humour. Donc, elle a commencé par me faire rire parce que il y a eu un moment où j'ai commencé à trembler beaucoup plus, et essentiellement le matin. Donc, avant qu'elle parte à l'école, ça pouvait être compliqué. Et donc, elle me faisait des petites réflexions. Elle me disait, tiens, maman, ce matin, c'est la fête au village. Ou alors, elle me disait... ou alors des petites choses très tendres. Tu sais, maman, c'est pas grave si tu trembles. Moi, je suis contente, comme ça, j'ai pas la même maman que les autres. Et ça rendait un peu plus doux le quotidien, ce trait d'humour de la part de votre fille. Tout à fait. Ce compte Instagram, comment s'appelle-t-il déjà? Parkypot. Parky_pot. Qui a été l'instigatrice? Elle, vous? J'imagine, générationnellement. En fait, générationnellement, oui, c'est elle qui m'a proposé Instagram. Mais il semblerait qu'en fait, ce soit moi qui lui ai proposé de faire une vidéo, parce que je voulais faire une chaîne YouTube sur la maladie. Pour vulgariser cette maladie, pour la rendre plus accessible à ceux qui n'en comprennent rien, quelle était voilà. Ouais. Pour partager aussi avec d'autres Parkinsoniens,
pour échanger des astuces avec d'autres, pour expliquer ce qu'était cette maladie, pour faire comprendre que c'était une maladie. Voilà, il y a plein de handicaps invisibles et il faut que les gens sachent. Il vous aide à mieux vivre, ou c'est un grand mot, ça, ce compte Instagram, de partager justement ce que vous avez de plus intime? Oui, je pense que ça aide effectivement à mieux vivre. Il y a plein de choses comme ça qui aident à mieux vivre. Ça aide le compte, oui, parce que au niveau, je pense, des échanges, c'est très riche, que ce soit pour moi ou que ce soit pour Iris aussi d'ailleurs. Mais c'est très riche. Et puis au niveau, et puis ça nous apprend plein de choses les uns sur les autres et on s'entraîne aussi. On s'entraîne à faire des choses. Donc, par exemple, moi j'ai commencé le ping-pong il y a 3 ans. Et aujourd'hui, j'en fais beaucoup et c'est l'endroit où on retrouve ses réflexes, sa vivacité, et puis même au niveau cognitif, c'est intéressant parce que c'est stratégique le ping-pong. Comment elle évolue cette maladie pour vous aujourd'hui? Comment elle évolue? Elle évolue doucement, mais sûrement. Vous, l'avenir, vous y réfléchissez en quels termes? C'est un jour après l'autre? C'est vous fixez des objectifs? Vous dites dans 6 mois j'aimerais faire ça? Comment vous l'abordez? Alors non, moi je me dis que là déjà je pense qu'à un moment donné ou à un autre je vais faire l'opération de la stimulation profonde. C'est quoi? C'est 2 électrodes en fait qu'on vous met qu'on place dans le cerveau au niveau du lobe frontal et en fait qui donne des impulsions électriques qui aident en fait à rétablir la circulation de la dopamine et à recréer un système de création de dopamine. Enfin, je connais pas exactement le truc, mais je sais que ça marche. Et donc ça changerait du tout au tout votre vie et votre quotidien? Ça peut changer beaucoup, mais j'avais très très peur en fait. C'est la question que j'allais vous poser. Pourquoi ne pas l'avoir fait avant? Parce que j'avais très très peur de l'intervention. Et je voulais absolument pas. Et forcément, il y a quelques ratés. Hein. C'est inévitable. Dans toute opération, il y a une prise de risque. Et les ratés, ils sont assez fatals. C'est-à-dire que c'est une hémorragie cérébrale. Donc, voilà. Donc, ça, c'est la mort, quoi. Mais là, vous êtes décidé à la faire, cette intervention? Oui, parce que je m'étais dit que je la ferais quand Iris serait sortie de ses études et sortie de son adolescence et voilà. Et là, elle commence à être à la fin de ses études, donc le temps que moi que je m'inscrive dans une liste d'attente pour passer sur la table d'opération, il y a au moins 1 an. Donc ça correspondra à peu près au moment où elle pourra, pourra assumer sa vie. Vous en avez parlé toutes les deux de cette opération, déjà? Oui. Vous, Cécile, vous êtes dans une situation d'autant plus délicate, pour être transparent, que votre mari est en ce moment dans le coma. Ça veut dire que vous êtes au quotidien, on l'a entendu depuis le début de cet échange, en difficulté à cause de la maladie, et que, de par le fait, aujourd'hui, vous êtes aussi aidante de votre mari. Comment vous intégrez ces deux choses-là? Écoutez, pour l'instant, je suis aidante. Je peux rien faire, malheureusement, je ne peux que le regarder et lui parler. Je ne sais même pas s'il m'entend. Donc, c'est quand même assez délicat. Ça va faire plus de 3 semaines qu'il est effectivement dans le coma suite à une rupture d'anévrisme. Et pour l'instant, on n'envisage pas encore de sortie. Donc, je pense que quand il va se réveiller de ce coma, il en a pour pas mal de temps de rééducation et avant de pouvoir retrouver une vie normale. Donc oui, on est dans une situation en ce moment. Nous sommes dans une situation assez délicate. Et pour autant, de ce que j'entends, vous êtes combative. Si vous voulez, en réalité, j'ai pas vraiment le choix et de toute façon, j'ai pas l'intention de baisser les bras.
Vous n'avez pas vraiment le choix, mais il y a des gens qui, pour moins que ça, baissent les bras et s'effondrent. Vous, non. Non. Je vous dis ça parce que hors antenne, vous avez parlé de faire le deuil de soi-même pour intégrer la maladie à un moment donné du processus. Vous dites avoir fait le deuil de vous-même. La Cécile d'avant, elle ressemblait à quoi? Elle était très différente de celle à qui je parle ce soir? Elle était très agitée. Elle était très festive. Elle aimait beaucoup sortir. Bon, ça peut être dû à l'âge, non? Après, on fait pas tout au même âge, non? Vous pensez que c'est la maladie qui a résorbé ce point-là de vous? Oui, la maladie, ça m'a beaucoup calmée, ouais. Mais aussi parce que je pouvais pas faire autrement. Parce que, de toute façon, j'étais tellement fatiguée que j'avais plus envie de sortir, donc ça résolvait le problème. Qu'est-ce que vous allez faire demain? Demain, qu'est-ce que je vais faire? Demain, j'ai du ping-pong ou de la kinésie, je sais plus. Et je vais à l'hôpital. On parlait du compte Instagram que vous faites avec Iris, votre fille. Tiens, on sera avec votre fille d'ici quelques minutes au téléphone. Elle va nous parler de ce qu'elle vit à vos côtés avec un petit peu d'éloignement, puisque maintenant elle est à l'étranger pour ses études. On va faire ça. Oui, elle est à l'étranger pour ses études, elle est à Bangkok. Qu'est-ce que vous voudriez dire à celles et ceux qui nous écoutent ce soir, qui ne connaissent pas cette maladie et qui, comme vous le dites, ont peur, parce qu'une maladie comme celle-ci, ça fait peur. Qu'est-ce que vous voudriez dire de prime abord à ceux-là? Ce que je voudrais leur dire, c'est que surtout, il ne faut pas baisser les bras, qu'il y a plein de solutions pour arriver quand même à calmer les douleurs et arriver à vivre relativement normalement. Moi, je continue à faire tout ce que je faisais avant. J'ai même recommencé à faire un peu de théâtre l'année dernière. Donc, je crois que voilà, faut se lancer des défis et puis se donner des objectifs et y arriver. Je remercie Cécile d'être passée ce soir dans Juste avant la nuit pour raconter les choses telles que vous les vivez et telles que vous les avez narrées dans cette émission depuis le début de cet échange. Merci Joanne, merci de nous avoir reçus. Merci à vous. 21h, 23h, juste avant la nuit, la libre antenne. Johan Rock vous écoute.